Bienvenue à ce webinaire donc, en partenariat avec les Folies Web, Webikio et HipGuard. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal d'interactions sur l'outil de chat, donc c'est nickel. Donc juste avant d'entamer ma petite introduction, est-ce que vous pourriez me confirmer rapidement, s'il vous plaît, dans l'outil de chat, si c'est OK au niveau du son et de la caméra? Et comme ça, eh ben, c'est parti pour y aller. Génial. Parfait comme ça. Ok, nickel. Donc avec moi justement il y a Philippe de HipGuard, donc qui va présenter en fait ces 45 minutes de webinaire consacrés aux réseaux sociaux. Donc voilà, je lui laisse la parole juste après, il pourra se présenter, vous pourrez lui poser toutes vos questions, donc il n'y a pas de souci. Donc pour ma part, je me présente, je m'appelle Michel. Donc en fait, je suis responsable des Folies Web, donc c'est le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous en dire un petit peu plus en quelques mots sur ces événements Folies Web. Donc, comme vous le voyez sur la slide, donc les Folies Web, c'est des événements web à destination des petites entreprises afin de vous aider en fait à réussir votre communication digitale, à comprendre le web et à comprendre quelles sont les actions que vous devez mettre en place pour avoir une présence efficace en fait sur Internet. Donc il y a deux formats d'événements Folies Web. Premièrement, il y a en fait les ateliers présentiels. Ces ateliers présentiels, en fait, ça a lieu de partout en France. Donc on va être à Paris, on va être à Lyon, on va être à Nantes, à Rennes, à Toulouse, à Montpellier, à Strasbourg, vraiment dans toutes les villes que vous pouvez imaginer. Et c'est des ateliers en fait qui ont lieu en soirée, donc c'est à partir de 18h ou 18h30. Durant ces ateliers, on aborde tous les thèmes autour de la communication digitale, donc c'est un thème par soirée, bien évidemment. Donc ça va être par exemple comment booster votre référencement naturel, comment créer un site web efficace, comment utiliser les réseaux sociaux pour votre business. Voilà, c'est une grande variété de thèmes, il y en a 100 à 150 qui sont abordés chaque mois. Donc ces événements, il y en a 15 à 20 par mois, donc organisés de partout en France. Une majorité ont lieu à Paris, il y en a 6 par mois environ à Paris, puis ensuite c'est dispatché dans toutes les autres villes. Voilà, c'est toujours animé par des experts du web. Donc il y a notamment Philippe qui anime des ateliers à Lyon, à Paris. Donc c'est toujours des pros du web, des agences de com, des agences web, des freelances, des indépendants qui ont une expertise sur la thématique qu'on aborde le soir même et voilà, qui arrivent justement à parler ce langage de la TPE pour vous aider à comprendre ce qui peut être parfois compliqué au premier abord. Voilà, et on est dans ces ateliers, en fait, ils ont toujours lieu dans des espaces de coworking, au sein des CCI, au sein des CMA, des pépinières d'entreprise. Donc c'est dans plein de lieux différents. Donc c'est gratuit. Si vous voulez vous inscrire, je vous donne rendez-vous sur le site, c'est lesfolieweb.fr. Je vous envoie le lien dans le chat. Hop là, comme ça vous pourrez aller voir. Et donc le deuxième format des événements Folie Web, ce sont donc les webinars, donc les sessions en ligne de 45 minutes comme aujourd'hui. De la même façon, on y aborde toutes les thématiques autour du web. C'est les mêmes thématiques qui sont abordées durant les ateliers présentiels, sauf que voilà, c'est derrière votre ordinateur. Des webinars, il y en a 5 à 7 par mois environ. Et en fait, l'idée, c'est que tous les replays des webinars sont ensuite répertoriés sur la chaîne YouTube des Folies Web, de façon à ce que si vous avez loupé des sessions ou voilà, il y avait des thèmes qui vous intéressaient, vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez aller les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc pareil, je vous ai envoyé le lien dans l'outil de chat si vous voulez aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, deux formats d'événements complémentaires et voilà, complémentaires et efficaces pour vous aider à réussir votre communication digitale. Et je voulais vous dire un dernier mot très rapide sur le pourquoi de ces événements Folie Web en fait et qui les organise. Tout simplement parce que c'est une question qui nous revient assez fréquemment. En fait, l'idée des Folies Web, donc ça a été mis, c'est pas une entreprise, c'est un partenariat en fait tout simplement qui a été mis en place par deux structures. Donc la première c'est réussiren.fr. Réussiren.fr, c'est une plateforme qui a été développée par l'AFNIC, qui gère donc les noms de domaine en .fr, ce qui représente aujourd'hui 3,3 millions de sites internet. Et l'AFNIC a donc une mission de service public et ils ont pour vocation de s'insérer dans la transition numérique des petites entreprises. C'est la raison pour laquelle en fait, ils financent et co-organisent ces événements Folie Web. Pourquoi on aime parler finalement du
du .fr aux événements Folie Web, de 1 parce qu'en effet, donc ils organisent ces événements Folie Web, mais aussi et souvent parce que en fait, la plupart des participants aux Folie Web ont une activité qui s'adresse à un public français. Et leur site internet est souvent en .com et c'est réellement dommage, tout simplement parce qu'en fait, le fait d'avoir un .fr, c'est en effet un gage de proximité et de confiance pour vos prospects, pour vos clients. Il faut savoir qu'il faut être domicilié en France pour pouvoir avoir un site internet en .fr, donc je vous invite vraiment voilà, à en prendre un si vous avez une activité qui s'adresse spécifiquement à un public français ou à un public français parmi d'autres cibles, bien entendu. Et en fait, l'autre idée, c'est aussi au niveau de la concurrence. C'est que si vous avez un site internet seulement en .com et que votre concurrent décide de se positionner sur le même nom de domaine que vous, et ben finalement, vous allez perdre ce nom de domaine et c'est très dommage. Pour vous donner un exemple, donc moi, je travaille pour la société NeoCamino. Nous, notre nom de domaine, c'est neocamino.com et on a aussi le neocamino.fr parce qu'on a tout simplement pas envie que quelqu'un se positionne sur ce nom de domaine par la suite. Voilà. Et l'autre info de réussir en .fr que je voulais vous donner, et qui encore une fois est très pertinente pour vous, c'est l'outil qu'ils ont récemment développé qui s'appelle Réussir avec le web. Et en fait, c'est un outil d'auto-diagnostic en ligne, encore une fois, qui est gratuit pour le moment pour les TPE. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez, je vous répondrai juste après, Cindy, du coup, je vois bien. L'idée, en fait, c'est que vous avez un questionnaire en ligne, il y a une vingtaine de questions, ça prend 10 minutes pour y répondre, et à la suite de vos réponses, vous allez recevoir en fait finalement un document PDF avec un plan d'action, des actions personnalisées à mettre en place pour en fait améliorer votre présence sur Internet, pour améliorer votre indice de maturité sur le web. Voilà, c'est en fait, ça vous permet déjà d'avoir des premières idées sur ce qu'il faut faire pour vous améliorer ce que vous avez mis en place, etc. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à le tester. Philippe, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le tester, mais c'est vraiment un bon outil, quoi. Je vous le recommande à tous. Voilà, je vous ai également envoyé le lien dans le chat si vous voulez l'essayer. Et voilà, et dernier petit mot sur l'autre organisateur des Foliab, et ensuite je laisse la parole à Philippe. Qui est NeoCamino et qui est en fait une solution de communication digitale pour les petites entreprises. Donc moi, je travaille pour NeoCamino et au sein de NeoCamino, j'organise donc les Folies Web. Et en fait, dans la continuité de ces événements, nous, on accompagne les TPE sur Internet à travers un outil qu'on a développé où en fait, pareil, tout est automatisé. Chaque jour, vous recevez des actions bien précises à mettre en place par vous-même pour améliorer votre présence en ligne. Donc, ça va passer par l'optimisation de votre site, l'optimisation de votre référencement naturel, comment capturer des contacts sur votre site, comment les gérer à travers l'emailing, toute l'interaction nécessaire sur les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. Et pareil, dans le cas des Foliab, on vous propose un premier rendez-vous de diag gratuit pour faire un point avec vous pendant 30-45 minutes au téléphone. Et voilà, vous donner des premiers conseils pour améliorer votre communication digitale. Idem, je vous envoie le lien dans le chat si vous souhaitez en profiter. Voilà, donc je vais maintenant laisser donc la parole à Philippe. Je vous invite réellement à poser toutes vos questions durant ce webinaire. Philippe y répondra petit à petit et s'il y a trop de questions, il reviendra vers vous plus tard par email ou je ne sais pas, tu leur diras comment tu t'organises du coup Philippe. Autre info importante, c'est que le support de présentation donc, est téléchargeable, donc vous aurez une notification de Webikeo juste après. Et voilà. Et donc, j'espère vous retrouver à des prochaines sessions en ligne ou en présentiel. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup, Philippe. Bien, je vais prendre la suite. Est-ce que, en termes de son, tout va bien pour vous? Parfait. Ah ouais, c'est un festival. Ok, très bien, merci. Je vous propose de démarrer. Donc, je m'appelle Philippe Contal, je suis directeur digital associé de la société IPGuard. Pour en savoir plus, vous pouvez voir alors contal.fr, justement, parlant de .fr tout à l'heure, mais également territoiredigital.com. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Alors soyez pas surpris, le début de la présentation va être rapide pour laisser du temps à la fois aux échanges et surtout aux points qui nous intéressent. En deux mots, IPGuard, c'est une société qui a deux métiers. Un métier lié à l'infrastructure, on fait de l'hébergement Internet, on fait de l'externalisation des systèmes d'information. Et la partie qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la partie ingénierie digitale qui s'appelle donc Territoire Digital. C'est une marque qui est développée désormais par IPGuard. La société remonte à 2014, alors que la partie digitale a été intégrée en 2018, donc c'est relativement récent.
Alors voilà, on va s'attaquer à quelque chose que vous connaissez certainement toutes et tous, le réseau social, les réseaux sociaux, c'est quoi? Ça me paraît important qu'on soit d'accord sur quelques définitions avant d'aller plus loin. Avant tout, c'est un site internet qui permet à des internautes et des professionnels de se créer ce qu'on appelle une page de profil afin de partager, d'échanger des informations, des photos, des vidéos avec une communauté d'amis dans un cadre personnel ou un réseau de connaissances qui peuvent être professionnels. Alors cette définition, on trouve de nombreuses définitions. Celle-ci a le mérite d'être relativement large et de bien mettre en avant le fait que les réseaux sociaux peuvent être utilisés à des fins personnelles ou à des fins professionnelles. Et on va le voir, la manière de l'utiliser peut changer considérablement, à la fois dans le type de plateforme utilisée, mais sur la manière de partager et de les utiliser. Et du coup, j'en arrive à une définition simple également. Rassurez-vous, je ne vais pas y passer trop de temps. L'Internet, c'est quoi? Donc, tout à l'heure, je parlais d'infrastructure pour IPGard. Ben, Internet, c'est avant tout une infrastructure. C'est des ordinateurs interconnectés les uns aux autres avec des câbles, des fils, du Wi-Fi, de la fibre. Et ça, c'est la première couche, la couche technique, informatique. Et puis, en fait, au-dessus, il y a pour moi 3 couches. Il y a des informations, il y a du code informatique, et il y a, et c'est le plus important, on va le voir d'ailleurs dans les réseaux sociaux, les liens et les interactions. En sachant que, là j'attire votre attention sur un élément important, c'est que pour parler correctement avec Internet, on a intérêt à avoir un minimum de connaissance du code, sans être codeur, mais par rapport à certaines informations qu'on va voir tout à l'heure, qui peuvent être utiles même dans les réseaux sociaux. Jusque-là, ça va, pas de souci, je peux continuer? Ok, merci. Là, je vous ai mis un graphique qui a été remis à jour début 2019, donc on est vraiment dans les clous en termes de date. J'ai enlevé d'ailleurs, entre parenthèses, un réseau social, puisqu'il va disparaître dans un mois, c'est Google+. Je me suis concentré sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter et Pinterest. Alors il y en existe d'autres. J'ai volontairement évacué un certain nombre de plateformes qui sont soit pas représentatives, soit qui sont hors sujet par rapport au fait de développer une activité, soit qui sont purement et simplement pas un réseau social. Quand on cherche des réseaux sociaux sur Internet, on a parfois des graphiques qui intègrent du Skype, qui intègrent d'autres supports qui n'ont pas lieu d'être. Alors, la première réaction, c'est qu'on le voit bien d'ailleurs avec ces chiffres-là, c'est très impressionnant. Plus de 2 milliards d'utilisateurs pour Facebook, plus d'1 milliard d'utilisateurs pour Instagram. On a l'impression qu'on va pouvoir toucher la planète entière. En fait, c'est pas aussi simple que ça. En France, effectivement, on a 44,9 millions de visites par mois. Mais cela dit, pour être visible justement par rapport à la masse de visiteurs et de contenu, c'est de plus en plus difficile. Comme vous pouvez le constater en quatrième ligne, chaque réseau social a ses particularités, enfin même à partir de la troisième ligne. En termes de démographie, effectivement, on a des utilisateurs qui sont un peu plus âgés, si j'ose dire, pour Facebook, à la différence d'Instagram. Alors, il y a d'autres, il y a WhatsApp, il y a Snapchat, il y a tout un tas d'autres outils qui sont plus utilisés par les tranches d'âge plus jeunes. Mais surtout dans l'utilisation en fait qu'on a là, et qu'on prend l'exemple de Facebook, on a aujourd'hui que 66% des utilisateurs, ou plutôt des entreprises sur Internet qui sont dans le B2C. Alors pourquoi ne pas parler de Snapchat? Parce que c'est pas à proprement parler un réseau social, en tout cas pas un réseau social qui va être, c'est pas parmi les plus utiles en matière de développement d'activité. Alors c'est un choix que j'ai fait, hein, que j'assume pleinement. J'ai pas fait un inventaire exhaustif, mais effectivement j'ai fait le choix des 6 principaux. Oui, effectivement, vous aurez le PowerPoint et puis vous pouvez aussi l'avoir en format web. Je viens de vous envoyer le lien. Donc en termes d'utilisation, si vous avez un public professionnel, vous allez plutôt vous orienter vers LinkedIn, qui est, lui, typiquement un réseau social professionnel. À la différence d'Instagram, qui va être plus jeune, ou de Pinterest, qui va être beaucoup plus dans les images à partager, puisque en fait, c'est même sa raison d'être. Donc chacun de ces réseaux-là a des points forts, des points faibles. Un point faible, typiquement pour Instagram, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, dans une publication,
intégrer un lien. Et c'est ce qui d'ailleurs aujourd'hui pose un vrai problème quand on veut mettre en avant des produits. On peut mettre en avant des produits, sauf qu'on ne peut pas mettre de lien, sauf à payer de la publicité dans le fil d'actualité, ce qui sort un peu du cadre d'un réseau social. Un produit, alors ça dépend quel produit. Si c'est un produit pour le B2C, pour le consommateur final, j'aurais tendance à penser qu'il faut un croisement entre Facebook, Pinterest et éventuellement Twitter. Pinterest, ça peut être très utile parce qu'effectivement, il y a un côté viral qui est plus intéressant que dans les autres. Cela dit, on a quand même un public qui est beaucoup plus restreint. Et on le voit bien dans les chiffres de la première et la deuxième ligne. On a quand même un public qui est beaucoup plus faible, pardon, dans ce réseau-là. Si vous le voulez bien, je vais continuer. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement simplifié, pareil. Hein. C'est simplement une matrice en fait à double entrée. Le lien du alors c'est pas le lien du PowerPoint, celui que j'ai mis en haut, c'est un lien web. Vous aurez par contre à la fin le support en mode PDF. Donc là, j'ai fait une très rapide courbe en deux axes, avec d'un côté dimension personnelle, de l'autre côté la dimension professionnelle, et en verticale, junior, senior. Alors bon, la terminologie, on peut épiloguer longtemps. L'idée, c'est surtout de mettre en valeur la différence de comportement. Quand on est dans une dimension professionnelle, alors B2B, effectivement, oui, tout dépend de l'activité, c'est clair. En B2C, donc vis-à-vis du consommateur final, un outil comme Facebook, Pinterest ou Instagram sont très pertinents. À l'inverse, si on vend un produit à un public professionnel, des entreprises, des collectivités, effectivement, LinkedIn sera plus pertinent. Alors, je reviens sur un élément de la définition qui était important au départ. On a parlé de pages personnelles, on a parlé aussi de pages professionnelles, et en particulier dans Facebook et LinkedIn, on a deux. Alors, ne faites pas trop attention à la géométrie en fait des ellipses. Hein. Là, je vois effectivement qu'on pourrait imaginer qu'il y a des trous. En fait, c'est pas qu'il y a des trous. Simplement, j'ai distingué dans cette matrice, qui n'est pas une matrice exhaustive, les particularités de ces réseaux. Viadeo, je ne l'ai pas oublié, je l'ai enlevé. Viadeo a commencé en même temps que LinkedIn en 2003, et Viadeo aujourd'hui a quasiment disparu des réseaux parce que LinkedIn a pris le pas, et le rachat par Microsoft il y a quelques années a boosté encore la présence de LinkedIn. Twitter en B2B, bah, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. En fait, vous le verrez, et surtout à la fin de la présentation, il est clair que les résultats sont différents en fonction des métiers, en fonction du public, et c'est justement les questions qu'il va falloir se poser. Et les réseaux sociaux sont un élément important, mais surtout pas unique. Et c'est la raison de la présentation suivante. En fait, au cœur de la méthode que l'on a développée, on a décomposé la présence digitale en 8 segments complémentaires. Je dis bien complémentaires, parce qu'on verra, il faut les mailler. Donc, en fait, voilà. Dans ces 8 segments, vous avez, si on commence en haut à droite, voilà, site internet et application mobile que j'ai mis ensemble, blog et agrégateur. Agrégateur, c'est collecter de l'information sur des mots-clés en lisant de la presse, en ayant un organe de veille stratégique, veille concurrentielle. L'emailing, SMS, on le connaît tous, on a tous tendance à le critiquer, mais aujourd'hui, on est bien obligé d'en tenir compte, parce que quand on a un vrai fichier historiquement fiable, effectivement, c'est d'une performance remarquable. Les influenceurs, ils sont là dans le marketing entrant. Alors, j'aurais du mal à répondre à toutes les questions. Il y en a qui s'entrecroisent, j'aurais du mal. Le point suivant, c'est la publicité digitale, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à être visible dans Internet, et en particulier dans le réseau, si à un moment donné, on ne met pas de publicité. Référencement naturel, SEO, à lui seul, il vaudrait il fait partie d'ailleurs des thématiques particulières. Avis client, forum, et depuis quelques années, des réseaux sociaux, dont on va évidemment bien plus parler aujourd'hui. Mais simplement, ce qui est très important, c'est de voir que les réseaux sociaux ne sont qu'un élément de la présence digitale. Et tout basé sur les réseaux sociaux est à mon avis une erreur.
Et comme on peut le constater là justement, on a, alors c'est un cas concret hein, d'un de nos clients, on a là un tableau qui compare les performances en termes de session, de conversion et de taux de conversion. Entre différents segments, les couleurs reprennent ce que l'on a vu tout à l'heure. Et on voit là que les réseaux sociaux, pour ce cas particulier, ne représentent en termes de session, donc en termes d'acquisition, que 4,8% du trafic du site. C'est un site internet qui a une vingtaine d'années, c'est dans le domaine du voyage, et les réseaux sociaux, pourtant, on a une activité très importante, vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure, une publication quotidienne dans différents réseaux, etc., et ça n'apporte que 4%. Alors, à noter quand même que l'on a, pour 4%, quasiment le double en termes de conversion, donc on a un public qui est relativement faible, mais pour une présence, pour une conversion, un intérêt qui est très important. Enfin plus important que d'autres segments. Mais pour autant, on est obligé quand même de tenir compte du fait que les réseaux sociaux sont dans ce cas présent et dans bien d'autres, je n'ai jamais vu dépasser 10% du trafic d'un site internet, marchand ou pas marchand. Du coup, cette matrice-là, on peut relier justement les différents éléments. C'est le maillage véritablement qui me paraît important dans tous ces segments. Si je reprends le premier, on va relier les publications à des produits et des services. Alors, on y reviendra, c'est extrêmement important. Si on a un blog, on va pouvoir relayer des contenus en agrégeant des contenus que l'on va recevoir de manière quotidienne. On va pouvoir également augmenter l'audience. En utilisant l'emailing, on va pouvoir développer l'influence, on va pouvoir consolider la réputation avec les influenceurs, on va pouvoir démultiplier l'impact avec de la publicité, développer le maillage avec le référencement naturel, solliciter des avis et, dans les réseaux sociaux, ouvrir et impliquer la communauté. Mais on voit bien que tout ça, ça va ensemble. On ne peut pas raisonner avec les réseaux sociaux comme quelque chose d'indépendant. Les réseaux sociaux sont un élément, une composante de la présence digitale. Quelle est la différence entre la conversion et le taux de conversion? Alors là, on a le nombre de conversions, et là, on a le taux de conversion par rapport au nombre de sessions. C'est-à-dire que 8%, ça représente c'est les 132 par rapport à 1598, alors que le taux de conversion, ça veut dire qu'on a un taux de conversion 132 divisé par 1737. Voilà la différence, Christian. Ça va jusque-là? Allez. Alors, un élément important, dans les réseaux sociaux, tout le monde en parle, et chacun y va de son propre avis. C'est d'ailleurs une grande difficulté dans les réseaux sociaux comme dans le digital d'une manière générale. S'il y a bien une chose qu'il faut oublier, c'est tous les avis que l'on peut avoir par rapport à nos propres pratiques, nos propres certitudes. Donc là, j'ai distingué trois éléments qui me paraissent importants entre le mythe et la réalité. Le mythe, c'est une publication est diffusée auprès de l'ensemble de mon réseau. Quand tout le monde commence, effectivement, on a tendance à penser qu'une publication va toucher l'intégralité de nos contacts, alors que dans la réalité, on va avoir moins de 10% qui va être touché. Et là, on comprend bien d'ailleurs une des limites du système, du réseau, qui n'est pas finalement si social que ça. Deuxième idée, il y a des jours et des heures de préférence pour effectuer des publications. Alors, c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai parce qu'effectivement, les gens vont être plus susceptibles d'être connectés à certains jours, à certaines heures, sauf que les fils d'actualité ne sont plus chronologiques. Ça veut dire que l'information qui va être diffusée dans les fils d'actualité de votre public ne sera pas liée à l'heure à laquelle vous allez publier. Mais il sera essentiellement lié aux interactions qui vous lient entre votre public et la personne. Entre vous et votre public. En clair, plus vous aurez des interactions avec votre public, plus vous allez multiplier la possibilité d'être présent dans leur fil d'actualité. Si vous ne faites que de publier de l'information en push tous les jours, mais sans jamais interagir avec eux, vous allez perdre votre temps, vous allez finalement disparaître ou presque. Troisième idée, l'automatisation permet de gagner du temps. Alors là aussi, c'est vrai et c'est faux.
Programmer des publications, c'est qu'une répartition du temps, c'est-à-dire que si vous les programmez, Alors, on va voir le tag des personnes. Alors, on les contourne pas, hein, mais effectivement, c'est un point très très important. On va y revenir tout à l'heure, si vous le voulez bien. Programmer donc les publications n'est qu'une répartition du temps. Si vous le faites maintenant, vous le publiez maintenant. Si vous le programmez, vous faites la même chose, sauf que ça va être publié à un moment donné. Donc, vous gagnez finalement pas de temps, simplement vous allez le répartir autrement. Et surtout, il y a un vrai danger à automatiser, c'est le fait qu'on puisse automatiser des bêtises. En clair, on a aujourd'hui, notamment sur Twitter, des possibilités de retweeter automatiquement, de créer un journal qui va être publié, comme paper.li. Donc ça peut être très utile, ça crée du contenu, ça crée de l'animation dans le réseau. Par contre, il faut être extrêmement vigilant, notamment si vous utilisez ce genre d'outils-là avec des mots-clés, vous risquez d'avoir des fois des retweets d'informations qui n'ont rien à voir avec votre sujet. Donc, il faut être vigilant sur les sources d'informations et y mettre le nez. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'automatiser pour laisser faire. Au contraire, il faut être présent pour surveiller ce qui se passe et développer des interactions. Alors, comment interagir avec les utilisateurs? Écoutez, c'est une très bonne question. On va y arriver, justement. Merci. Alors, en fait, on parle de stratégie de contenu. Et en fait, cette stratégie, elle va dépendre de plusieurs choses. Quel est l'objectif de votre présence digitale? Est-ce que c'est de vendre? Est-ce que c'est d'entretenir une marque, une notoriété? Est-ce que c'est d'apporter des contacts commerciaux? La réponse que vous allez y apporter va déterminer la manière dont vous allez utiliser à la fois le monde digital, mais aussi, bien évidemment, les réseaux sociaux. Votre cible, c'est des entreprises, c'est des particuliers, c'est des associations, des collectivités. C'est pareil, non seulement les réseaux sociaux vont avoir une géométrie variable en fonction des réponses que vous allez y donner, mais en plus, la manière dont vous allez utiliser certains réseaux va être très différente. Avec un public jeune, on va pouvoir jouer, faire des jeux, faire des concours, etc. Avec un public plus professionnel, on va avoir d'autres manières d'impliquer le public. Bref, les réponses sont différentes. Et troisième élément, j'insiste beaucoup là-dessus, quels sont les moyens que vous allez pouvoir y consacrer? Est-ce que vous êtes prêt à modifier vos habitudes? Parce que finalement, se digitaliser, la transformation digitale, le plus gros souci, le plus gros problème, c'est généralement nos habitudes de travail. Mettre par exemple une bulle de chat sur un site internet, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'entreprise ou vous-même, vous devez être capable de répondre quasiment en temps réel. Et ça, tout le monde n'y est pas prêt. Donc la présence digitale n'est pas neutre, elle n'est pas déconnectée, au contraire, elle doit être complètement en harmonie, complètement reliée avec l'organisation de votre entreprise. Et dernière question, est-ce que vous avez des ressources en interne, des personnes capables de créer du contenu, de l'animer, d'interagir, de répondre, et éventuellement, c'est mieux avec un budget pour promouvoir en fait l'activité de publication digitale. En fait, il y a 3 types de contenus, très schématiquement. Alors, plutôt que de donner un objectif différent pour chaque réseau social, alors, premièrement, la meilleure solution, c'est d'essayer et vous voyez si vous avez des résultats, premièrement. Deuxièmement, on peut schématiquement, voilà, quelqu'un a répondu. Je ne pense pas que ça soit aussi simple que ça de distinguer les différents réseaux. Et la plupart du temps, d'ailleurs, je préfère démultiplier la présence dans les réseaux plutôt que de se limiter à 1 ou 2 ou 3 d'entre eux. Je reviens à mon slide. Réseaux sociaux et contenus. J'ai distingué là 3 types de contenus. Premièrement, des contenus, donc des publications, du rédactionnel, des animations, des vidéos, des événements. De l'agrégation. L'agrégation, ça veut dire collecter de l'information, ça peut être des robots comme Google Alert, ça peut être de la veille, parce que vous allez lire un certain nombre de contenus sur Internet qui vont vous interpeller et que vous allez pouvoir relayer. Donc ces relais de contenu peuvent être automatisés, j'en ai parlé, comme paper.li et d'autres, ou pas. Et puis, il y a un dernier type de présence qui est l'interaction. Je partage des informations, je mets des commentaires, j'aime un certain nombre de publications. Oui, paper.li, L-I-I, P-A-P-E-R.li.
C'est un très beau outil qui permet, alors pas que sur Twitter, mais je le trouve plus pertinent pour Twitter, par rapport au fait qu'il va pouvoir redistribuer en fait des informations. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure sur le cas que j'ai prévu de vous présenter. Donc on va y revenir sur Paper.li. En fait, dans les réseaux sociaux, c'est comme sur Internet, il y a 3 clés qui permettent de s'en sortir. Le premier, c'est de publier. Il faut animer des contenus, il faut animer les réseaux régulièrement. Alors, petite parenthèse sur la manière de faire de manière régulière, enfin, sur la régularité en fait des publications. Il est vrai que c'est mieux si c'est régulier. Cela dit, vous avez certainement dû remarquer, par exemple sur Twitter, vous avez certaines notifications qui ont un tel vient de publier après un long moment d'absence. Donc du coup, ça peut avoir un intérêt de faire une pause et de reprendre derrière. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement, mais ça peut être un moyen finalement de créer une notification dans le réseau de gens qui nous suivent. Deuxième facteur clé de succès, impliquer. Alors là justement, on le voit, identifier, mailler les contenus. Alors, à quel rythme publier sur Twitter, il faut le faire quotidiennement. Sur Facebook, il vaut mieux le faire 2, 3, 4 fois par semaine. Sur LinkedIn, 2 fois ou 1 fois par semaine, ça suffit. Cela dit, il faut faire très attention, à mon sens. Mieux vaut le faire bien avec une fréquence un peu moins importante, plutôt que de s'imposer un rythme de publication et de publier n'importe quoi. Donc, personnellement, j'aurais tendance à privilégier la qualité des publications plutôt que leur fréquence et leur rapidité. Mais voilà, pour les grandes lignes. Dernier élément, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le fait de booster. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour que les publications dans les réseaux sociaux sortent du lot, on est obligé de sponsoriser certaines d'entre elles, pas forcément systématiquement. Sur nos clients, on leur préconise de dépenser entre 5 et 20 euros par semaine. C'est pas sur Facebook, c'est pas forcément un budget extraordinaire, mais ça permet en fait de faire sortir la tête de l'eau aux publications qui ont de l'intérêt. Je vous propose de rentrer dans un cas concret, qui est un de nos clients, une agence de voyage. Alors, comment fonctionne la sponsorisation? Alors je vais prendre cette question-là avant d'aller plus loin. La sponsorisation, en fait, il y a 2 types de boost en fait sur Internet. Vous avez dans les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche. Dans les moteurs de recherche, c'est pas trop l'objet de la question, mais c'est essentiellement des enchères sur des mots-clés. Alors que dans les réseaux sociaux, vous allez pouvoir mettre en avant certaines publications ou acheter des j'aime. Faut le dire, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Alors soit vous le faites de manière légale en les achetant à Facebook, soit vous utilisez des réseaux parallèles qui coûtent moins cher mais qui peuvent se retourner contre vous quand Facebook s'en rend compte. Le plus clair, le plus efficace, ça reste quand même le ciblage en fait d'audience. Par exemple, dans le voyage de golf, le slide que vous avez sous les yeux, vous allez pouvoir dire je veux les personnes qui s'intéressent au golf, puisque c'est une agence de voyage dans le Golfe, qui réside en France et dont la tranche d'âge est de 35 à 65 ans. Donc vous allez pouvoir cibler selon des critères d'intérêt et de démographie. Vous allez pouvoir également cibler par rapport au fait d'aimer la page ou par rapport aux amis de ceux qui aiment la page. Donc vous pouvez sortir de votre réseau de premier niveau par ce biais-là. Donc le sponsoring en fait se fait de 2 manières. Soit vous sponsorisez les publications, ce qui a priori est le plus efficace, soit vous sponsorisez des pages. Je reviens donc à l'aspect concret de la présentation, qui est donc le cas de cette agence. Donc vous pouvez y aller, hein, le site existe, il est vrai, c'est titravel.com. Et donc là, on a une présence dans les réseaux qui remonte à plusieurs années et qui est vraiment très pointue. On a un service de veille, alors à la fois automatisé, on a des robots, mais également un système de veille tout à fait humain, puisqu'on lit aussi des revues et on se renseigne sur le terrain. On a des publications quotidiennes sur la plupart des réseaux. Vous en avez la liste là, on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a Pinterest, on a également LinkedIn, et celui-là je l'ai mis un peu à part, c'est pas Google+, hein, c'est Google My Business. On le verra, c'est pas un réseau social à proprement parler. Par contre, c'est un réseau qui depuis quelque temps permet d'occuper la place des recherches qui sont liées au nom de votre entreprise, et c'est particulièrement important parce qu'on peut aujourd'hui publier sur la page de recherche dans Google.
Alors, des propositions d'outils pour faire la veille, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, j'ai cité Paper.ly, j'ai pas cité, mais il y a Scoopit, par exemple, qui permet de le faire. Très sincèrement, aujourd'hui, l'outil que j'utilise le plus, parce qu'il me semble le plus pertinent, c'est Google Alert. Bon, ça reste un outil de Google, il est gratuit et on sait pourquoi, mais il permet en fait de recevoir de manière quotidienne ou hebdomadaire un certain nombre d'extraits en fait de tout ce qui vient, de ce qui a enrichi le moteur de recherche. Donc on a moi, j'ai une trentaine de robots qui fonctionnent pour IPGuard, Territoire Digital et nos clients. Il est gratuit tout simplement parce que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. En fait, on donne par ce biais-là l'intérêt, nos centres d'intérêt. Donc Google, ça l'enrichit une fois de plus sur notre profil, etc. SEMrush est extrêmement utile, mais pas du tout dans ce sens-là. C'est-à-dire que SEMrush va vous permettre de faire une veille concurrentielle, de suivre votre positionnement de référencement avec celui de vos concurrents. Par contre, ce que j'appelle là de la veille, c'est extraire des informations qui sont dans votre milieu. Par exemple, très bêtement, sur l'agence de voyage de golf, j'ai mis un certain nombre de robots sur la Fédération française de golf, sur nos principales destinations, et donc ça me permet en fait d'avoir des informations des fois plus rapidement que les gens qui sont sur le terrain. Donc je reviens sur la présentation. Aujourd'hui, on a donc une publication quotidienne, comme je l'ai dit, avec à peu près 45% d'agrégation, donc des informations qu'on va collecter et redistribuer, 45% d'offres, des offres commerciales qui peuvent être la newsletter, qui peuvent être des offres particulières, des promotions, etc. Et 10% d'événements, parce qu'on organise, l'agence organise également des événements, des compétitions, etc. Le petit dernier, c'est YouTube. Alors, YouTube, on l'utilise également, mais essentiellement en fait, pour capitaliser les vidéos de nos destinations et pour les relayer sur le site internet. Aujourd'hui, on publie de manière beaucoup moins régulière, en tout cas pour ce cas-là, dans YouTube. 3 exemples de publications. Et qui permettent justement d'illustrer en fait la diversification des types de publications. En premier lieu, j'ai dit impliqué. Ça, c'est un jeu qu'on a fait il y a quelques temps. On a rebondi en fait sur un article qui disait le golf est-il un sport dangereux ou pas. Et donc on a fait un sondage. En faisant un sondage, ça a permis d'impliquer les gens, ça a permis de faire du partage, ça a permis de poser des questions et de sortir en fait de la simple offre commerciale. Parce qu'il n'y a rien de pire que des publications qui se limitent à des offres commerciales. Vous voyez qu'en termes de présentation, d'ailleurs, et vous l'avez là, c'est sorti de l'équipe, peu importe. Ça, c'est typiquement Google Alert, pardon, nous a informé d'une publication intéressante et on l'a transformée, nous, en publication avec un questionnaire. Alors, Outsuite, c'est un outil qui est intéressant, c'est un outil qui est, à mon avis, intéressant à un titre, pas le deuxième. C'est-à-dire qu'en matière de collecte, Outsuite est utile, en matière de publication, je pense qu'il est dangereux. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans les réseaux pour publier dans les réseaux. En clair, il vaut mieux travailler sur l'organisation des favoris et de votre navigateur pour publier, plutôt que de faire confiance à un outil qui va le faire à votre place. Outsuite, comme d'autres, effectivement, me semble dangereux à ce niveau-là. C'est un point de vue personnel. Soyez un référent. Là, c'est pareil, on a une information qui a été publiée par la Fédération française de golf. Ça a été sponsorisé, ou plutôt émis par l'Office du tourisme, et on l'a relayé en mettant bien évidemment en avant le fait que c'est une destination que l'on propose. Et là, on a une publication qui est typiquement une offre. Alors, publier soi-même sur chaque réseau, oui, ça j'en suis effectivement persuadé. Je pense qu'il faut publier sur les réseaux soi-même pour 2 raisons essentielles. Déjà, ça permet d'adapter la publication au réseau. Et alors, les photos sans risque, ça dépend. Je vais revenir un petit peu dessus. Mais publier soi-même sur chaque réseau, ça j'insiste là-dessus. Pour être présent dans les réseaux, il faut y être. Ça paraît très bête, mais pour y être, ça veut dire qu'il faut voir ce qui s'y passe. Pour voir ce qui s'y passe, il ne faut pas mettre un automate qui va publier à notre place. Parce qu'il faut non seulement publier, vérifier que c'est bien publié, et en plus réagir, interagir, lire les notifications, bref, être présent. Dans un réseau physique comme un réseau
digital, un réseau social, il faut être présent. Si on ne va pas dans les réunions des réseaux physiques, on sera oublié. Il se passe la même chose dans le domaine digital, il n'y a pas de différence. Alors, republier les photos sans risque, ça dépend si on se les approprie ou pas. Là, nous, on a, l'agence de voyage a la chance d'avoir une banque d'images qui est donnée par les réceptifs, les hôtels, les golfs, etc. Donc là, dans le cas présent, il n'y a pas de risque. Dans d'autres cas, il faut faire attention effectivement aux droits et ne pas faire n'importe quoi en matière de republication. C'est vrai. La langue de travail. Alors, Facebook, par exemple, permet de faire des publications en plusieurs langues. Sur les autres réseaux, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir des réseaux qui seront différents, des canaux par exemple qui seront différents. Vous pouvez très bien avoir un canal français sur Twitter, un canal en français, un canal en allemand, un canal en anglais. Évidemment, ça va démultiplier le travail qu'il va falloir faire pour publier. C'est ce qui fait que la plupart du temps, dans les cas qu'on a pu étudier, on a une gestion par pays. La meilleure alternative par rapport à Outsuite, c'est de le faire soi-même. Identifier et mailler. Alors là, vous le voyez, dans la mise en forme en fait du post. Là, on est sur Facebook, là, on est sur Twitter, et là, on est sur Google My Business. Sur Facebook, on travaille avec des icônes pour mettre en avant. On utilise un certain nombre de polices. Alors, français, en fait, ça dépend de votre public. Français et anglais, si votre public est francophone et anglophone, oui. Mais alors effectivement, oui, c'est un vrai doublon, le fait de travailler en français et en anglais. Je pense qu'il est préférable, mais c'est plus long, de faire des pages, une page en français, une page en anglais. Mais évidemment, c'est beaucoup plus long à réaliser. Je reviens à la publication. Tout à l'heure, on a parlé de maillage d'identification. Et là, vous voyez, par exemple, des prénoms, ça c'est les conseillers commerciaux de l'équipe, qui sont identifiés. Sur Facebook, comme dans la plupart des réseaux, pour identifier, on fait avec un arrobas. Arrobas, le nom de la personne, ou arrobas, le nom de la page. Première chose qui va permettre à la personne qui est identifiée d'avoir une notification. Donc ça va être une manière en fait de promouvoir la publication en impliquant les personnes qui sont citées. Alors évidemment, il ne faut pas citer n'importe qui. Dans le cas présent, c'est relativement facile, c'est les gens de l'équipe et c'est là en l'occurrence l'Office du tourisme d'Irlande qu'on va citer. De la même manière que si on publie, là c'est un autre cas sur Twitter, où on a en fait mis en avant, pareil, l'Office du tourisme et ça devait être la Fédération française de golf, je vois pas bien. Donc, mailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des liens entre les différents réseaux et entre les différentes publications, entre les différents espaces. Dans le web, l'élément le plus important, c'est le lien hypertexte. Dans les réseaux sociaux, c'est l'arrobas pour l'identification des gens à des pages et le hashtag pour le maillage des contenus par rapport à des mots-clés. Le hashtag, c'est la dièse. Et là, vous l'avez là. Là, il n'y avait pas assez de place, 280 caractères, ça ne passait pas. Dernier élément sur ce slide, c'est, alors là j'ai mis occuper l'espace. Tout à l'heure je vous ai parlé de Google My Business qui depuis plusieurs mois, c'est peut-être même 1 ou 2 ans, permet de faire des publications. Dans la première page de résultats de recherche, quand vous cherchez le nom de votre entreprise, vous avez dans le meilleur des cas un pavé à droite qui s'appelle Google My Business, qui vous permet de gérer vos horaires, d'indiquer les avis, d'indiquer votre numéro de téléphone, le plan d'accès, votre site web, etc. Mais aussi, et c'est l'exemple qu'on a là, d'y mettre des publications. Autrement dit, vous avez une possibilité d'enrichir votre présence dans la première page de recherche sur votre entreprise en mettant des publications qui vont être reliées éventuellement aux différents réseaux. Et là encore, on voit bien le maillage qu'il va y avoir entre les réseaux. Il ne s'agit pas de mettre tout sur Facebook ou de mettre tout sur un réseau, mais au contraire, de mettre le plus possible d'informations et de les mailler les unes par rapport aux autres. Faire des pages Facebook pour chaque langue, y a-t-il des pièges que les gens... Oui,
Alors effectivement, il y a plein de pièges. Déjà, le premier piège, c'est que les gens vont pas forcément aller sur la bonne page. C'est comme un site internet qui est traduit. Après, il faut les détourner, il faut le gérer. Le plus gros problème, c'est bien évidemment le double travail. Mais on n'a pas sans rien. Si on s'adresse à un public anglophone, bah, il faut quelqu'un à l'entreprise qui parle et qui soit capable de répondre au téléphone en anglais. Et c'est exactement la même chose. Alors effectivement, en matière de forme, vous avez totalement raison. On ne peut pas faire un doublon. Alors on peut faire du copier-coller si tout est propre, mais si on fait quelque chose d'un peu plus ludique, on peut se le permettre sur Facebook, on peut se le permettre sur Instagram. Sur Twitter, de toute manière, on est limité par les 280 caractères, donc on va être beaucoup plus bref. Sur LinkedIn, c'est quand même quelque chose d'un peu plus, j'allais dire sérieux, c'est pas tout à fait le terme, mais où on attend quelque chose qui soit solide et professionnel. Donc il vaut mieux éviter de faire un temps décalé, encore que dans le recrutement sur LinkedIn, le ton décalé passe plutôt bien. Ça dépend toujours pareil, ça dépend du public. Sur LinkedIn, quand vous allez recruter des codeurs, vous pouvez vous permettre effectivement d'avoir de l'humour parce que le public va avec. Donc il n'y a pas que le réseau, il y a le public et en fait le croisement entre des codeurs informatiques et LinkedIn fait qu'au final, LinkedIn qui est plus sérieux, plus rigoureux, plus froid, plus professionnel, peut être utilisé de manière un peu plus ludique quand même. Tout dépend du contexte. Là, je vous mets quelque chose qui me paraît vraiment essentiel, mesurer pour mieux décider. Et en fait, une chose très importante, nos certitudes sont bien, sauf qu'elles sont toujours associées et limitées à notre perception. Là, je vous ai mis à gauche des statistiques de partage. Là, je vous ai mis des statistiques d'acquisition. Et en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir de résultats définitifs, on ne peut pas se permettre d'avoir de clés universelles. Autant tester pour savoir si justement dans le cas que l'on traite, on a des résultats qui sont positifs. Et dans certains cas, Facebook va être 80-90% d'apporteurs en fait depuis les réseaux sociaux, et alors que dans d'autres cas, ça va être plutôt LinkedIn. Alors ça, c'est Shareaholic qui permet en fait d'intégrer les boutons de partage de réseaux sociaux sur un écran d'ordinateur, et ça c'est Google Analytics. Alors, Shareaholic, je vais vous envoyer le lien, ce sera plus simple. Hop. Donc ça c'est pour Shareaholic et Google Analytics. Hop, voilà. Google Analytics étant plus connu, bien évidemment. Ok. Ah, il faut que je me dépêche, je vois 15h44, ça va être difficile là. En fait, ce qu'il faut retenir, enfin il y a plusieurs choses à retenir, enfin je l'espère, la performance c'est pas d'être partout, mais il faut être au meilleur endroit. Or le meilleur endroit et au meilleur moment, vraiment la réponse vous appartient, la réponse appartient à un moment donné. Ce qui marche bien aujourd'hui peut parfaitement être décalé dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois parce que on n'est pas dans un système fermé. En fin d'année, traditionnellement, il y a plus d'utilisation d'Internet, parce qu'il y a plus de temps, parce qu'il fait froid probablement. En tout cas, toujours est-il que de novembre à fin janvier, on a une utilisation de l'Internet qui est plus importante. Chaque année, c'est depuis 15 ans, 20 ans que je fais des tests, effectivement, c'est le cas. Donc on ne peut pas se permettre de raisonner en disant, voilà, j'ai trouvé la clé. La clé n'est pas universelle, elle est surtout pas intemporelle. Et en fait, c'est une quête dont les réponses évoluent en permanence. Et j'ai retenu une petite phrase qui a été citée par Porsche il y a 2 jours. La perfection ne naît pas d'une planche à dessin. Alors ça, c'était pour le cas de la nouvelle Porsche qui va sortir en fin d'année. La force de test, d'essai et de perfectionnement. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant que finalement, dans un monde purement industriel, la construction automobile, on en arrive à la même conclusion que celle que je vous livre maintenant, qui est il faut essayer, il faut tester, il faut mesurer, et de là, on peut effectivement progresser. D'où l'idée, en fait, au centre de... exactement, test and learn, vous avez parfaitement raison. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai simplement formalisé avec ces petites flèches. Mais c'est, je mets en place, je trouve des solutions, je mets en place des actions, j'en mesure le résultat,
et je réajuste, et je continue. Et c'est une boucle sans fin. C'est pour ça que l'automatisation, c'est pas qu'elle me fait peur, mais je pense qu'elle a un vrai danger, dans le sens où elle peut justement, des fois, briser la courbe, elle laisser faire des choses de manière automatique, et on voit parfois des publications automatisées sur des mots-clés dans certains comptes, qui tendent à laisser penser que personne ne s'en occupe plus, et que c'est un distributeur automatique dans lequel plus personne ne met même de boîte. Bah écoutez, il est 15h45, j'ai réussi à tenir dans les temps, ce qui n'était pas gagné. Je suis ouvert à vos questions maintenant, si vous voulez, on peut se donner encore 4-5 minutes. Vous pouvez me contacter sur ces deux sites-là. Je vais vous donner également mon adresse mail. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition encore pendant quelques minutes. Merci pour votre écoute. Alors oui, effectivement, on fait de la formation. On le fait plutôt en direct. Je suis plus à l'aise avec les gens quand je les ai en face de moi. Soit en inter, soit en intra-entreprise. Oui, oui. Tout à l'heure, j'ai vu passer quelque chose par rapport au... Ah non, c'est paper.li. Paper.li. Hop, voilà. Et j'ai vu encore quelque chose d'autre juste avant. Hop. Voilà. Alors, .com et .fr. En fait, alors je vais avoir un avis qui est un peu différent de la personne qui a fait l'introduction tout à l'heure. Pour l'avoir testé, en termes de référencement, on peut référencer n'importe quel nom de domaine, y compris les nouveaux. On a par exemple, nous, territoire.digital, sur lequel on communique pas, mais on en a d'autres en .info, en plein d'autres choses. Et quand on maîtrise bien le référencement, le .fr ou le .com a plus un caractère, on va dire, psychologique, d'image. Mais pas forcément différenciant sur le plan du référencement de la visibilité. Des outils pour calculer les résultats au niveau de la performance des publications. Alors oui, alors chaque réseau vous donne ses propres outils. Vous allez dans les outils statistiques de chacun des réseaux, vous allez avoir un certain nombre d'informations qu'il faut prendre avec énormément de pincettes. Vous allez avoir le nombre d'affichages, le nombre d'interactions. Vous allez vous rendre compte que plus vous mettez de l'argent, plus vous allez avoir d'affichages et d'interactions. Et très souvent, en fait, ces statistiques-là ne sont pas très utile. On ne peut pas en déduire quelque chose. Pour moi, ce qui me paraît le plus utile, c'est plutôt la conversion, c'est-à-dire le passage à l'acte entre la publication sur le site internet et le passage soit sur un site internet, soit un abonnement en newsletter, soit l'achat d'un produit, soit un contact via un formulaire, etc. Donc c'est plus au-delà du réseau social qui me paraît important de mesurer plutôt que d'utiliser les outils des réseaux sociaux. Alors, programmer ces publications dans différents réseaux, oui, ça existe. Non, ne le faites pas. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, oui, il y en a plein qui le font, hein, mais je ne veux pas faire de la publicité pour des outils qui ne correspondent pas à les philosophies que je mets en avant. Est-ce pertinent pour des réseaux très visuels comme Instagram, Pinterest, d'avoir des publications très régulières? Oui, forcément c'est valable, parce qu'en fait si vous ne publiez pas, vous êtes oublié. Si vous êtes oublié, votre présence va disparaître tout simplement. Donc même dans Pinterest, effectivement, c'est important de publier de manière régulière. Alors dans le cas d'une agence de voyage, c'est facile, on a des banques d'images extraordinaires, donc c'est très facile de mettre ça sur Instagram. Après, pour d'autres cas, dans le B2B en particulier, pour Territoire Digital ou IPGard, on n'a pas de compte Pinterest parce qu'il n'y a rien à publier dans notre cas. Donc ça dépend vraiment des cas. Dans tout ce qui est gastronomique, décoration, maison, jardinerie, bricolage, etc., Pinterest a sa raison d'être. Alors que pensez-vous de la boutique de Facebook ? Pour moi, la boutique de Facebook, c'est comme un corner dans un grand magasin. Ça peut venir dans un second temps. Ce qui est certain, c'est qu'on n'en maîtrise pas, ni l'ergonomie, ni la manière dont on va le gérer.
Et je pense qu'il est préférable, et ça j'en suis intimement convaincu, d'avoir une boutique à part qu'on va relayer dans les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas centraux, et on le voit bien par rapport au trafic et à l'acquisition. Et c'est pour ça que je ne préconise pas de prendre une boutique sur Facebook, mais d'avoir une boutique indépendante que l'on va relayer sur Facebook. Comment choisir une vraie catégorie sur Google My Business? Une vraie catégorie? Qu'entendez-vous par là, Nathalie? En attendant, alors, à une catégorie, voilà, là je vais pas réussir à répondre à tout. Alors, je reprends la question d'Hélène. Qu'est-ce qu'une boutique? Sur Facebook, vous pouvez aujourd'hui ajouter, c'est un onglet en fait dans votre page qui vous permet de créer une boutique. Une boutique, ça va être des produits avec des prix, des descriptions. Je caricature, c'est à peu près ça. Donc ça veut dire que vous pouvez, sans sortir de Facebook, proposer à vos clients d'acheter directement vos produits, qui vont payer directement par Facebook. Voilà, se limiter et s'auto-enfermer dans un écosystème comme Facebook me paraît aujourd'hui extrêmement dangereux. C'est déjà dangereux d'être à 100% digital, je pense que ça l'est encore plus d'être 100% sur une seule plateforme. Alors une catégorie qui n'existe pas, je pense qu'il faut prendre pour Google My Business quelque chose de proche qui n'existe pas. C'est effectivement, on rentre pas dans toutes les cases. Il faut trouver une catégorie, Nathalie, qui est simple, mais pas forcément à l'identique. Y a-t-il des sociétés qui achètent des abonnements? Bien sûr, bien sûr. En fait, non seulement il y a des sociétés, il y a des personnes, il y a des influenceurs qui boostent leur présence avec de l'artificiel. Alors, il y a de l'artificiel légal. Vous allez acheter des gens qui aiment votre page chez Facebook, c'est légal, mais c'est artificiel quand même. Ou alors, vous allez acheter des gens qui aiment votre page dans des pays qui coûtent moins cher, ça vous coûtera moins cher. Et c'est pas illégal, mais ça peut être mal pris par Facebook. Donc, oui, ça se fait. Et éventuellement, pour démarrer une présence dans les réseaux sociaux, ça peut être pertinent de décoller de zéro plus rapidement que de le faire de manière naturelle. Par contre, c'est quand même artificiel et donc ça n'a pas de réalité, ça n'a pas d'intérêt au sens purement business du terme. Bah, écoutez, le temps est passé, donc vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à en user sans en abuser. En tout cas, merci pour votre présence à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci, au revoir.